qui du pied droit ouvre les portes du paradis. C'est hallucinant, quelle folie. Elle en tombe à terre et nous on n'est pas loin d'en tomber à terre aussi, Mathieu. C'est dingue. Mais Johan Zarco, c'est lui qui va le faire. C'est lui. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci. Merci, bravo. Cette fille est immense. Pauline Ferrand-Prévot à 400 mètres. Elle savoure. Moment historique. Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour de France 36 ans après Gianni Longo. Alors Laurent, elle est pas belle la vie. Tout de suite, le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien Fedeli, on se retrouve pour une nouvelle émission à parler sport tous ensemble, 23h minuit pour le Campus Sport Club. Déjà, j'en perds déjà les comptes, on est à 17 déjà dans cette saison, sans compter les hors-séries bien sûr qu'on vous invite à les réécouter sur YouTube, Spotify ou Deezer. On a encore sorti de très beaux épisodes ces derniers jours, comme un sur les Jeux Olympiques ou encore un sur le WTT Feeder de Lille, événement qu'a couvert le CSC. Mais ce soir, on va revenir sur l'actualité, on va revenir sur du concret. En plus, il y a des belles choses à dire de ces derniers jours et du soir même, en tout cas, avec déjà à ma gauche Zadig. Zadig qui est là. Je vais très bien. Zadig dans la place qui va se coller au résultat dans quelques instants, donc qui a dû garder un œil sur ce qui se passait du côté de l'Italie. C'est un petit événement. Oui, un petit peu. Majeur. Un petit peu. Face à moi, Thibaut aussi, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Et bonsoir à tous. Je suis très content d'être là. Et puis, voilà, toujours content de finalement toujours le sourire. Et puis, on va intervenir un peu plus tard que Zadig, quand même, dans l'émission. Ouais, à poil plus tard, mais tu auras le droit à ton temps de parole entre temps. N'hésite pas. Au même titre que Arthur et Raphaël qui sont à ma droite. Comment vous allez, messieurs? Très bien aussi. Ouais, voilà. C'est un très bien peu enthousiaste quand même. Ouais. Moi, tu m'as vendu un bel argumentaire. Thibaut a dit un peu ses états d'âme. Les deux à côté, très bien. Ouais. La forme, ouais. Tranquille. On va pouvoir attaquer cette émission. Du coup, avec toi, Zadig, je me retourne vers toi. Comme chaque émission traditionnelle, un petit tour des résultats tout de suite compilés. Vous n'avez pas regardé de sport cette semaine ? Pas d'inquiétude, c'est l'heure de retrouver tous les résultats dans le CSC. Marin, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. T'as intérêt à ramener tes fesses quand même un jour au studio. C'est lui qui fait la voix du jingle. Zadig, évidemment, on est à J4, J5 déjà de ces Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Il y a beaucoup à dire. Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse des résultats à côté desquels on ne pouvait pas passer, que ce soit aujourd'hui ou les jours précédents? Il y a beaucoup à dire, effectivement. Mais on débute ce panorama des résultats par une médaille d'argent pour le biathlète français Éric Perrault cet après-midi. Une deuxième place frustrante sur le 20 km homme en individuel. Une première médaille au jeu tout de même pour le franco-norvégien de 24 ans. Il s'incline face au norvégien Johan Olav Botn pour une quinzaine de secondes seulement. Les deux skieurs étaient favoris avant la course, même si Perrault affichait clairement ses ambitions, le titre olympique. Sur les skis, Botn a été moins bon que Perrault, mais au tir, il s'est distingué avec un 20 sur 20 qui lui a permis de s'imposer. Éric Perrault accuse quant à lui une seule faute à la carabine. Le Norvégien Sturla Holm Laigred complète le podium à plus de 40 secondes du vainqueur. Il faut savoir que la couronne du 20 km homme reste franco-norvégienne depuis 2010, où ils se partagent chacun leur tour le titre olympique. Et à Cortina, la série s'est encore prolongée. Et avec Perrault, ça aurait été un franco-norvégien. Ça aurait été encore mieux. Ça aurait été génial. Encore mieux. Un mot des Français également sur la course, à commencer par Quentin Fillon-Maillet, tenant du titre à Pékin en 2022. Il réalise le meilleur temps au ski sur le 20 km, mais accuse 4 fautes au tir, trop
pour nourrir des ambitions olympiques. Les deux autres Français, Fabien Claude et Émilien Jacquelin, terminent respectivement 17e et 55e, avec pour les deux des contre-performances claires au tir. Toujours du biathlon, mais cette fois sur la première marche du podium pour les Français en relais mixte, dimanche après-midi. C'était le début de la fameuse razzia on a beaucoup parlé, avec les skis de Éric Perrault toujours, de Quentin Fillon-Maillet toujours, mais aussi de Lou Jean Monod et de Julia Simon. Sur ce format, la France a bataillé avec l'Italie qui finit 2e et l'Allemagne 3e, mais le quatuor français a brillé trop fort face à la concurrence. Messieurs, 2 questions sur le biathlon. Comment avez-vous vécu cette finale qui était quand même qui s'est déroulée, enfin qui a eu dans les derniers moments, pardon. Ça s'est déroulé dans les derniers moments. Et est-ce que la razzia du biathlon va-t-elle vraiment marcher? Ouais, on y croit. Ça part bien. 2 courses, 2 médailles. Ça part bien. Bon. Mais on pouvait... Ça part bien. Ça part bien, mais c'est vrai que la faute de Perrault coûte cher. Après, je pense, il y a encore d'autres épreuves et je pense que on peut encore nourrir beaucoup d'ambition. Les JO, comme j'ai dit, il y a plusieurs courses sur le biathlon. Il y a encore d'autres catégories qui vont avoir lieu. Donc, je pense qu'on peut nourrir beaucoup d'espérance pour les prochains jours. Et puis, on a hâte de voir les féminines, puisqu'on a vu qu'il y avait un peu plus de marge sur les féminines que les gars, j'ai trouvé, notamment au relais. Donc, surtout que à la Coupe du Monde, juste avant, ça s'est bien passé. Donc, je pense que ça pourrait également continuer pour les JO. Ouais, on parle de 11 épreuves au total de biathlon sur ces Jeux Olympiques italiens et on prédestine à minima 11 médailles pour le contingent français. Pour l'instant, 2 courses de médailles. Qui plus est, comme vous dites, sur les féminines, sur les courses individuelles, on peut avoir plusieurs Français sur le podium. Donc, en tout cas, c'est tout ce qu'on nous souhaite. Mais c'est les JO. On n'est jamais à l'abri de courses incroyables, comme ce Finlandais qui a réussi le 20 sur 20 aussi au tir, qui a fini 4e. Donc, pas de médaille malheureusement pour lui. Alors que Johan Olav Botten a lui réussi le 20 sur 20 et décroché l'or derrière. C'était tout à fait splendide. Bave plein la bouche en plus, les images étaient dingues. Je suis obligé de le dire parce que ça m'a quand même marqué. Il pense pas trop à l'esthétique. Il court, c'est le froid en plus, ça gèle sur le menton, c'est magnifique, ça fait un petit iceberg là, voilà, sur le creux du menton. On reste toujours sur les patins de ski, on change quand même de discipline sur ces JO, Zadig. C'est ça, du skiathlon avec ce dimanche, Mathis Desloges, il s'est illustré en prenant la médaille d'argent sur cette discipline, considérée comme une des plus pures pour les fondeurs. Au bout d'un sprint dingue, il termine 2e et échoue derrière l'hégémonique, le stratosphérique. Tous les compliments pour Johannes Kleibe, celui qui est surnommé le roi en Norvège, vise ni plus ni moins que 6 titres olympiques, car sur les skis, rien ne lui résiste. C'est peut-être lui, le Léon Marchand des neiges cet hiver à Cortina. Cet après-midi, il a encore remporté un 2e titre, cette fois en sprint classique. Il en est donc à 7 en carrière. Déjà, il vise le 6 sur 6 que sur ces JO, à préciser quand même. Il vise le record de 8 médailles. Voilà. Et donc, il lui reste 2 titres en 4 courses. Facile, je pense que ça va le faire. Ça va être tranquille. Et il est vraiment dominant en image, c'est extraordinaire. Ouais. Du côté de la glace, il y a un autre prodige qui s'est illustré encore ce soir. Cette fois, il est américain, il s'appelle Ilya Malinin, qui est en tête avec les épreuves ce soir de patinage artistique, grâce à une belle performance en début de soirée. Donc il est premier pour l'instant lors du premier acte et il avait également remporté déjà dimanche le titre olympique en patinage mixte devant le Japon. Parlons quand même du côté français de Adam Sia Imfa qui est 3e après le programme court du côté français et français également. On a le couple Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry qui représentent une chance de médaille presque assurée et qui assument depuis le début de la compétition leur statut de favori. Hier, ils avaient brillé sur la glace lors du premier acte pour la danse rythmique. Les Français sont en tête avec le dernier programme et donc la danse libre qui sera à suivre ce mercredi à partir de 19h30. Attention à un duo américain qui reste en embuscade et on parle quand même des Français Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot qui sont quand même la 2e paire de Français à suivre. En tout cas, c'était
envoûtant avec la chorégraphie des Français. Je sais pas si vous avez vu, mais c'était super beau. Ouais, on leur souhaite une médaille d'or, la deuxième, du coup, ça pourrait être beau. Si ce n'est la troisième, si demain ça se passe bien sur l'individuel féminin de biathlon, on va peut-être en parler. On le rappelle, il y a dans d'autres disciplines, dans d'autres sports où ça se passe pas très bien, je suis le premier concerné. On revient en France et on va parler football et Ligue 1 maintenant avec un classique qui était tout sauf classique. C'était une journée des grands soirs pour la Ligue 1. Paris écrase l'Olympique de Marseille dimanche et s'offre une manita, 5 buts à rien. Paris brille à l'image de ses buteurs. Ousmane Dembélé marque les 2 premiers, puis Medina pour le 3e contre son camp. Et les 2 entrants Kvishak, Kvaratskhelia et Lee Kangin pour conclure ce match historique, car cette confrontation, il faut le dire, est emblématique, car elle ne s'était jamais soldée sur un score aussi large. Donc dépassé, absent, fantomatique. Voici ce que je retiens de la performance marseillaise. Je sais pas ce que vous en pensez, vous messieurs, que ce soit côté Marseille ou côté parisien. Arthur et Raphaël, ils vont répondre très bien. Non, pas du tout très bien. Le problème, c'est que on a eu un PSG des grands soirs et un Marseille des petits. Et surtout un Marseille des petits, je pourrais dire, parce que défensivement, c'était calamiteux. On a un De Zerbi en crise, on va dire. Et en face, Dembélé a fait du Dembélé Ballon d'Or. Donc en tant que Parisien, pour les Parisiens ça a pu être beau, mais en tant que Marseillais c'était une dure soirée. Quand il ne tente pas le tir louché, la magnifique louche dont il nous a gratifié il y a quelques semaines, il décide de faire une louche passe décisive pour une reprise de volée de Kvishak Kvaratskhelia qui était sublime d'équilibre, il y a rien à dire. Et la stat qui faisait mal, je crois que je voyais après les 5-0 popé en haut à gauche de l'écran, 6 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain. Il y avait 5-0 l'affichage, c'était efficace. C'était du gruyère. Puis surtout, il y avait eu quand même 4 poteaux pour les Parisiens, donc ça aurait pu finir en score beaucoup plus large. Par transversal et poteaux qui ont bien aidé. Mais dans ce cas-là, on peut aussi parler du rouge qui n'a pas été mis au début du match pour le chien. Avec des si, on refait pas mal de matchs, je pense. C'est vrai que à revoir les images, bien sûr, il aurait peut-être mérité un petit coup de VAR. Voilà. Sait-on jamais. D'autres matchs en Ligue 1, on va pas parler que de Marseille et que du PSG dans ce classique. Il y avait d'autres résultats et des résultats qui ont souri, notamment à un voisin nordiste. Un voisin nordiste, c'est Lens qui s'est imposé face à Rennes ce samedi, 3-1. Les 100 et or ne lâchent pas la course dans cette Ligue 1. Après cette 21e journée, le dauphin artésien n'est toujours qu'à 2 petits points des Parisiens. Les 3 buteurs sont Hudson-Edouard, Ruben Aguilar et le revenant du Mexique, Alan Saint-Maximin, qui ont clairement dominé les Rennais, qui avaient pourtant ouvert le score auparavant avec Esteban Le Paul. Pierre Sage, à la tête d'un effectif qui est clairement étoffé aujourd'hui, ne peut que se réjouir de la performance des siens, tout comme Bollard qui a accueilli, comme il se doit, Alan Saint-Maximin. Chez les voisins lillois, c'est tout le contraire. Ce vendredi soir à Metz, un 0-0 sans saveur. Romain Perrault est peut-être la seule réjouissance pour les Dogs qui n'ont toujours pas gagné en championnat en 2026. Rien ne sourit aux nordistes, toujours 5e à l'issue de la 21e journée. La bonne opération est signée Lyon ce week-end en venant s'imposer sur le plus petit score face à Nantes 1-0 à la Beaujoire grâce à un seul but de Pavel Soulks. On aura aussi vu le premier carton rouge pour Hendrik aussi. Voilà un carton rouge. Vous en voulez, en voilà. Les Gones intègrent donc le podium de la Ligue 1 et passent devant Marseille. Pardon, je m'acharne pas. Continue. Sur les autres pelouses, Strasbourg 7e s'est incliné à l'extérieur face au Havre 2-1. Angers l'a emporté 1-0 face à Toulouse. Monaco et Nice se sont laissés sur un 0-0, tout comme Auxerre et le Paris FC. Enfin, Brest a remporté une bataille bretonne 2-0 face à Lorient. Petit point classement. Donc, Paris est premier avec 51 points. Lens second avec 49. Lyon est à 7 points avec 42 points. Marseille pointe à 3 points de son rival lyonnais à 39 points. Et Lille complète le top 5 à 32 points. Voilà. On passe au rugby. C'est très bien. Range cette arme, Raphaël, s'il te plaît. Arrête enfin. Oui, bien sûr, un mot de rugby. Il y a une autre compétition importante qui a été lancée juste avant même la cérémonie des JO, puisque jeudi soir, on avait déjà droit à un match du tournoi destination. C'est ça, tournoi destination. Les Bleus faisaient leur début dans le tournoi. Le 15 de Fabien Galtier l'a emporté 36-14 face à des Irlandais impuissants.
Ce fut un festival offensif pour les Bleus, surtout en première mi-temps avec des essais de Louis Bielbarré, Mathieu Jalibert et Charles Olivon. Le phénomène Louis Bielbarré double la mise en seconde mi-temps et Théo Atisogbe termine le spectacle avec un essai à la dernière minute. Thomas Ramos a lui été excellent devant les poteaux. Les Irlandais s'étaient pourtant réveillés en deuxième mi-temps, inscrivant 2 essais coup sur coup à la 58e et à la 62e. La copie reste néanmoins très bonne et les supporters français peuvent être optimistes pour la suite. Mais les 4 autres nations faisaient aussi leur entrée ce week-end, ce samedi, dans le tournoi des 6 nations. L'Angleterre a giflé son voisin gallois 48-7. La hiérarchie est respectée et le 15 de la Rose démarre donc son tournoi sur les chapeaux de roue. À noter la grosse performance de l'ailier Henri Arundel qui a inscrit 3 essais. Dernier match de cette première journée du tournoi Destination qui opposait l'Italie à l'Écosse à Rome. Les locaux ont créé la surprise face aux Écossais. Défait 18-15. La différence a été faite en première mi-temps avant qu'une pluie diluvienne ne tombe sur la pelouse italienne et que le match ne se finisse dans des conditions dantesques. L'Italie prend donc la 3e place du tournoi tandis que le 15 du Chardon rentre chez lui déçu mais est prêt à se relancer la semaine prochaine face à son voisin anglais. Donc petit point classement également, l'Angleterre est première avec 5 points comme la France, l'Italie complète le podium avec 4 points, derrière c'est l'Écosse qui pointe à 1 point en 4e position et l'Irlande et l'Écosse, l'Irlande. C'est l'Italie. C'est l'Italie qui est 3e. L'Irlande et Pays de Galles. L'Irlande, Pays de Galles, Écosse, pardon. Je me suis trompé. Voilà. Je pense que donc on a 2. Tout va bien. Voilà, on a le Pays de Galles à 0, pardon. Je dis n'importe quoi. Carton jaune pour Zadjig. Carton jaune ici. Attention. Il me manque la soundbox. Il me manque une soundbox. soundbox. C'est des chatouilles en dessous de la table. Je fais attention, il est armé, je t'ai dit, donc fais attention quoi à tout ça. Franchement, je regardais juste, je me permettais avec mon téléphone, je ne t'ignorais pas, Zadig, je regardais si on recevait ou si on allait en Angleterre, et c'est lors de la 5e et dernière journée de ce tournoi des 6 nations qu'on reçoit les Anglais. Est-ce qu'il y a de quoi se réjouir déjà avec ce carton plein à domicile et on peut déjà un peu être en position de favori pour se succéder? Oui, enfin, il faut pas se voir trop beau. Non. Mais parce qu'on le connaît avec le 15 de France. Voilà. Mais quand tu gagnes l'Irlande haut la main et que tu sais que le Pays de Galles, l'Écosse et l'Italie, tu dois gagner. Je pense que tout se jouera sur le dernier match et on parle pas de grand chelem, mais déjà de remporter les 6 nations, je pense que c'est largement possible. Parce que les Anglais et les Italiens qui ont gagné lors de cette première journée sont les équipes que l'on reçoit. Oui. Donc on a quand même cette position de force. Normalement, ça devrait bien se passer, mais à mon avis, ce sera cette 5e et dernière journée qui délivrera ou non le titre. Changement de sport collectif, on passe des parties d'où on se tape une pluie diluvienne, comme tu le disais en Italie. Là, on est bien au chaud, on est dans les petits parquets, on parle basket. Mais on est quand même dans le nord, sur les parquets français. Un choc de bas de tableau opposait 2 clubs nordistes de Betclic Elite, respectivement 14e et 15e. Gravelines Dunkerque se recevait Saint-Quentin et c'est le BCM qui s'est imposé face au SQBB 91-75. Une belle opération pour les hommes de Jean-Christophe Pratt qui repousse encore plus Saint-Quentin en fin de tableau. Les Saint-Quentinois ne sont qu'à 3 victoires à la place de barragistes avec devant eux les Gravelinois qui sont à 6 victoires. Les Phoenix sont clairement en crise avec des changements d'entraîneurs incessants et une rupture claire ce week-end entre les supporters et les joueurs. La Betclic Elite nous a offert de beaux matchs encore ce week-end. Monaco, leader du championnat, s'est imposé 92-78 face à Chalon-sur-Saône, je vais y arriver. Le deuxième, Nanterre, a remporté un gros duel de ce championnat face à l'Asvel, 77-64. Et encore un carton plein pour un club de la capitale, non pas le PSG, cette fois c'était le Paris Basket face à Nancy, 102-73. Le Portel n'a pas joué ce week-end face à Strasbourg, et pour cause, la salle du Chaudron qu'ils occupent habituellement était réquisitionnée pour du tennis, et ça me servira de transition, donc le premier tour de la Coupe Davis ce week-end au Portel. La Coupe Davis. La Coupe Davis, voilà, je suis un bon français du Nord. La Coupe David. Pourquoi pas? Pardon, excuse-moi. Non, je rigole. Voyons, tout va bien. Les Bleus ont su s'imposer face à la Slovaquie ce samedi et dimanche pour la première étape de la compétition, le premier tour. Samedi, les premiers simples s'étaient achevés avec une victoire partout, une victoire pour les Français et une victoire pour les Slovaques, avec la défaite en premier lieu d'Alexandre Müller face à Alex Molkan et la victoire d'Arthur Rinderknecht contre Norbert Gombos.
Le dimanche a été ensuite victorieux, à commencer par la paire Benjamin Bonzi et Pierre-Hugues Herbert, qui a permis à la France de virer en tête assez aisément. Le travail s'est fini par un match ultra serré opposant Arthur Hinderknecht et Alex Molcan 7-5, 7-6 pour valider un ticket pour le second tour. Il faut regarder désormais devant soi, car ce n'est qu'en septembre que les Bleus prendront l'avion pour le Canada pour affronter la sélection nord-américaine. Le Final 8 de cette Coupe Davis se dispute quant à lui en novembre 2026. Ah, t'avais presque une transition toute faite avec un autre duel franco-canadien. C'est ça. Qui a eu lieu dans le sud. C'était ce week-end au l'ATP 250 de Montpellier. Une contre-performance d'Hugo Humbert qui avait fait le choix de se déplacer à Montpellier et de ne pas porter le maillot tricolore avec les Bleus pour la Coupe Davis. Lui est sorti au 8e de finale face à Adrian Manarino, qui s'est lui hissé en finale face à un Canadien, justement, cette confrontation franco-canadienne dont tu nous parlais, face à Félix Auger-Aliassime. Il a malheureusement perdu, le divin chauve, 6-3, 7-6. À noter des belles performances du jeune prodige français Moïse Kouamé, qui est sorti au 3e tour. Il y avait également du tennis de table ce week-end. Alexis Lebrun était en grande forme ce dimanche à Montreux en Suisse pour le tournoi du top 16 européen. Le tenant du titre a d'abord vaincu son frère cadet Félix en demi-finale à la mi-journée. Le Français a ensuite battu le Slovène Darko Jorkic en finale du tournoi en 4 manches, 11-6, 11-6, 9-11, 11-6. Le Français, 14e joueur mondial, a annoncé il y a quelques jours dans les médias être en quête de stabilité mentale. En tout cas, il renoue avec la victoire. Ça lance parfaitement son année 2026. Ouais, c'est ça. C'est pas trop mal dans tout ça. Et on finira avec un très court mot du côté de l'autre côté de l'Atlantique, avec l'événement de la nuit de dimanche à lundi. C'est ça, le 60e Super Bowl de l'histoire, la grande messe du football américain s'est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi, dans la baie de San Francisco à Santa Clara. Les Seahawks de Seattle se sont imposés 29-13 face aux Patriots de la New England. Un match pour le moins ennuyeux ou ultra défensif pour les analystes. Seattle s'est offert donc son 2e titre de son histoire. Moi, je me suis tapé quand même la nuit blanche. Et j'avoue que je me suis un peu ennuyé, mais il y avait le show à la mi-temps de Bad Bunny et je me suis donc ambiancé à 3h du matin dans mon canapé. Bad Bunny que j'avais mis au programme ces dernières semaines dans le Campus Sport Club exprès. Bien sûr, monsieur. Voilà. Merci en tout cas de t'être infligé ce match dans la nuit pour nous. Voilà. Tu vois, je suis un tortionnaire, je les envoie sur le terrain faire des événements de tennis de table, mais je les envoie aussi devant leur télé. Très tard. C'était ça. Les cours du lundi ont dû être un peu... C'était pas facile. Hein? Ouais. Mais bon, tu assumes. Oui, j'assume. C'est déjà bien. Allez, on va prendre notre respiration. On va marquer un très court temps de pause en musique, évidemment, dans cette heure du Campus Sport Club. Je regardais aussi ce soir le programme court de ce qui est du patinage masculin et avec, peut-être que vous l'aviez vu si vous regardiez France Télévisions ou Eurosport, qui diffuse l'événement, le passage de l'espagnol Thomas Lorengarino Sabaté dans un déguisement de mignon, avec cette drôle d'histoire où il a dû négocier les droits pour avoir la musique auprès des studios du film Les Mignons, avec sa petite salopette jaune, tout ça. Il a pu avoir ses droits et passer. Et moi, j'en ai profité, je saisis l'occasion. On reste dans la gaieté, on reste dans la joie, la bonne humeur de CSGO. Happy, Pharrell Williams, la musique de Moi Moche et Méchant, justement. Ah, okay. On se retrouve juste après. Mais oui, bien sûr, il y a du lien, Zadig. À tout de suite. On est de retour en direct dans le Campus Sport Club pour une nouvelle émission à parler sport jusque minuit tous ensemble sur Radio Campus Lille. Une émission qui sera disponible en replay, je vous le dis d'ores et déjà dès minuit 1 sur campuslille.com et demain sur Spotify, YouTube, Deezer. Évidemment vos plateformes d'écoute préférées puisque vous nous écoutez toutes les semaines, c'est sûr et certain. On va pouvoir avancer avec, bien sûr, après les résultats, les news du CSC avec Raphaël à ma droite qui a c'est bon rangé son pistolet, ses katanas, qui s'est détendu et qui va pouvoir assurer une super belle chronique. C'est l'heure de la chronique news, un point rapide sur toutes les actus sport de la semaine, tout ce qu'il ne fallait pas manquer. Alors c'est vrai que on en parle, c'est bien beau les JO d'hiver, mais on se recentre un petit peu sur les sujets chauds de chez nous et une enquête, l'équipe qui a fait grand bruit, qui est parue ces derniers temps.
Ouais, c'est ça, cette enquête, donc elle met en exergue de nouveaux montages financiers impliquant 2 stars du 15 de France et du Stade Toulousain, Antoine Dupont et Anthony Gelon. Souvenez-vous, il y a 1 an, le contournement du salary cap par le club occitan dans l'affaire Melvin Jaminet avait fait grand bruit. Donc pour rappel, le salary cap, c'est un plafonnement de la masse salariale pour permettre une équité sportive dans un championnat. Donc en français, on dirait plus un plafond salarial. Donc l'équipe a cherché à savoir si le cas Jaminet était unique, et en fait il se pourrait bien que ce ne soit pas le cas, car en effet la société toulousaine 3S Alysia, donc qui est partenaire du Stade Toulousain, a versé plus de 1,5 million d'euros à Dupont et 170 000 euros à Gelon pour des contrats d'image et de publicité via leurs sociétés respectives. Sauf que pour les 2 joueurs qui disposent donc du même agent, Thierry Casdeval, on ne trouve pas de contrepartie visible. Donc pour la faire courte les gars, il y a une société qui paye le joueur qu'on pourrait considérer comme étant le meilleur au monde en rugby sans en bénéficier quoi que ce soit. Donc il fait aucune pub pour la société. C'est gentil. C'est une bonne somme. Et l'autre problème en fait, c'est que donc toujours par les informations de l'équipe, la redevance conseil perçue par le capitaine français de la part de Fiducial, donc un autre sponsor du club haut-garonnais, n'est pas déclarée dans le salary cap imposé par la LNR. Ainsi, cette situation occasionnerait un écourtement et un dépassement du salary cap. Donc, lors de l'affaire Jaminet, Toulouse avait été condamné à un retrait de 2 points fermes plus de 2 avec sursis, ainsi qu'une amende de 45 000 euros, dont 15 000 euros avec sursis, et à voir donc ce qui en adviendra pour les cas Dupont et Gelon. Ouais, ça commence à être un peu pourri aussi ce sport. Si on commence à découvrir de sales histoires, on va peut-être faire le contre-pied, une belle histoire quand même, puisque notre 15 de France, dans lequel fait partie Dupont, a appris une bonne nouvelle. C'est ça, 5 jours après la victoire contre l'Irlande, Thibaut Flamand est de retour dans les 42. Le deuxième ligne toulousain était absent face à l'Irlande pour accompagner sa femme dans un processus de procréation médicale assistée. Tandis que Yoram Moefana, blessé jeudi, est toujours incertain. Le Palois Fabien Broboiry est pressenti pour le remplacer. Pour ce qui est de ce 15 de France, c'est vrai que c'est des bons retours. C'est Thibaut Flamand. Est-ce que c'est quelqu'un qui, selon vous, peut récupérer aussi une place de titulaire d'emblée, même s'il avait dû du coup s'écourter pour des raisons très personnelles, conjugales. Je sais même pas comment tu décris ça, des raisons. Ouais. Bon, c'est des raisons comme ça, donc je pense que sportivement il sera prêt à reprendre, en tout cas, à reprendre dès les prochains matchs. De là être retenu pour le prochain match et être dans les... Ça m'étonnerait pas, non. Dans le 15 ? Ouais. Ça va être compliqué parce que Guillard, Olivon, il va falloir les bouger après leur match de jeudi. C'est vrai qu'ils ont fait forte impression. Donc, à voir. Il y a le retour de Boudéan aussi, je crois, de mémoire. Oui. Donc, en termes de banc, on est pas trop mal. Ouais, c'est un peu des fois des problèmes de riches que l'on peut rencontrer avec tout ça. Alors lui, il n'était pas absent pour blessure. Il y en a une qui sera absente pour de bon et qui a subi une sacrée blessure. On vient aux nouvelles de Lynn Raphaël. C'est ça, Lynn, grande absente, donc qui a été opérée une 2e fois d'une fracture de la jambe gauche. L'américaine de 41 ans clôt son immense palmarès olympique sur une chute spectaculaire lors de la descente des Jeux ce dimanche. Une autre chute pour des JO d'hiver, mais pas pour ceux de 2026, mais bien pour ceux de 2030, c'est celle de Cyril Linette. Donc en effet, le départ du directeur général des Alpes françaises n'est pas officiellement confirmé, mais est en cours, comme annoncé par le Parisien ce mardi. Plus personne ne veut de lui dans le dossier, explique un observateur. Et oui, parce que les démissions successives de plusieurs membres du comité d'organisation ces dernières semaines ont révélé de grandes tensions entre le président Edgar Gros-Piron et Linette. Une réunion d'urgence du bureau exécutif des Alpes françaises 2030, composé du mouvement sportif des régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA et du ministère des Sports, s'est tenue ce mardi soir. Affaire à suivre. Ouais, et ça part pas dans le bon sens. Il y en a un qui est parti aussi pour de bon. Ça s'est passé en début de semaine. Habib Beye n'est plus l'entraîneur du Stade Rennais. Ouais, pourtant 6e de Ligue 1, l'ancien joueur de l'OM a enchaîné un 4e revers consécutif ce week-end face à Lens. Après 1 an sur le banc breton, le franco-sénégalais part dans un climat de tension. Lors de la dernière rencontre, Beye avait mis à l'écart son vice-capitaine et gardien de but Brice Samba. Il s'était aussi accroché avec un autre cadre du vestiaire, Moussa Altamari, à la fin du match de Coupe de France à Marseille. Rennes chercherait à s'attacher les services de Franck Hez, libre de tout contrat depuis son passage calamiteux à Nice.
L'ancien entraîneur de Lens est un habitué de la maison rouge et noire, puisqu'il y est resté entre 2006 et 2012 en tant que formateur. En Bretagne, il retrouverait plusieurs connaissances, comme le président Arnaud Pouille ou encore Brice Samba. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée, ça, déjà, pour Rennes, de s'être séparé d'Habib Beye, et aussi de pourquoi pas le remplacer par Franck Hez? Alors je pense les résultats sont un peu en trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'ils sont 6e, mais il y a aussi une dynamique qui est catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a une défaite 3-0 à Marseille en Coupe de France, mais il y a aussi une défaite 4-0 à Monaco, une défaite dans un derby contre Lorient. Donc c'est quand même beaucoup de défaites en peu de matchs. Donc le départ me semble justifié. Après, pour prendre Franck Hez, je pense que c'est un peu une fausse bonne idée, parce que c'est vrai que prendre un peu le président, le directeur sportif de Lens et prendre l'entraîneur de Lens, ça risque de faire un petit peu comme Gisolfi, Hayes à Nice, et j'ai un peu peur que ça soit un loupé, donc je pense qu'il faudra observer dans les prochaines semaines, mais c'est en tout cas, je pense, un des rares entraîneurs qui est coté en Ligue 1 à être disponible aujourd'hui. Ouais, tu redoutes, toi, l'association de personnes qui se connaissent trop bien et qui se sont déjà fréquentées par le passé, c'est ce que tu t'insinues? Non, ce que je plus ou moins, c'est-à-dire que ce qui a marché à Lens ne marchera pas forcément dans d'autres clubs. Oui, toi, c'est le fait de cette idée que si on applique la même recette avec les mêmes éléments, déjà que Rennes est allé se procurer donc Brice Samba, mais aussi Frankowski, Seko Fofana qui depuis il est parti au mercato d'hiver. Ça commençait à être le Lens bis, cette équipe. Les autres, vous rejoignez sur Franck Hez en même temps, comme Thibaut le souligne, pas beaucoup de noms clinquants et de pedigree pour assumer cette tâche à Rennes. Moi, je suis complètement d'accord avec Thibaut, parce que le contexte de l'arrivée de Hez à Lens est complètement différent, puisqu'il était en Ligue 2 déjà. Et refaire ce qu'il a fait, ça a rien à voir dans un autre environnement. Franck Hez était déjà à Lens, dans le club, mais avec le départ de Montagnier pendant cette période Covid, sans qu'on ne sache à l'avance que ça allait s'arrêter brutalement à cause du Covid, avait été promu entraîneur de l'équipe 1, et avec les circonstances du classement, avait pu monter avec Lens en Ligue 1. Donc lui, c'était encore plus particulier pour le coup, mais derrière, il avait su prouver magnifiquement avec ce Lens 2022-2023 spectaculaire, qui a fini 2e à 1 point. Paris Saint-Germain, à peu près. Il me semble que je sais plus. C'est ça, il me semble 1 point. Et ce que fait maintenant cette année Pierre Sage, encore magnifiquement bien. Ouais, aussi. Et Pierre Sage, c'est dommage, mais il est pas dispo. L'autre piste, c'était Will Steele. J'ai vu une info comme quoi il avait été contacté, donc à voir aussi. Oui, pourquoi? Parce que Arnaud Pouille, qui connaît, c'est ça. On est encore sur du Lens, hein. Je pense. C'est le Lens breton Rennes. Je pense que Will Steele est peut-être un coup plus intéressant que Franck Hez pour le coup. Will Steele, il est parti de Lens pour des raisons personnelles. Alors bien sûr, à Lens, ça avait été un petit peu un petit échec. Maintenant, ils étaient un peu dans le creux de la vague l'année dernière par rapport au départ de Franck Hez, donc je pense que Will Steele, il connaît un peu le milieu haut de tableau, donc jouer l'Europe, ça peut être intéressant de prendre Will Steele. Ok, très bien. Et je me retourne vers Raphaël, on finira ces news avec un autre club français francophone en crise, pas du côté des résultats sportifs cette fois, mais financiers. C'est ça, on va parler de l'AS Monaco Basket, qui est en proie à des difficultés financières. Les joueurs du Rocher ne sont plus payés depuis 2 mois et avaient menacé le club de grève face à Chalon-sur-Saône ce dimanche. Pour pallier ce problème, un représentant du gouvernement monégasque s'est entretenu avec Mike James pour le convaincre du soutien étatique. Aussi, selon l'équipe, la Ligue nationale de basketball aurait pour projet de verser 500 000 € au syndicat des joueurs pour qu'il redistribue la somme auprès de l'effectif monégasque. La LNB a justifié ce geste. Les joueurs sont les premières victimes de la situation et le LNB a un devoir de solidarité à leur égard. Dans ce contexte, nous avons effectivement proposé un mécanisme qui permette de faire face à l'urgence de certaines situations personnelles. Après cette décision, la Roca Team s'est bien rendue à Chalon, où un public hostile attendait les protégés de la Ligue, comme ils ont été surnommés par le public du Colisée. De même, plusieurs présidents de clubs de l'élite ont montré leur mécontentement. C'est le cas de Yann Rivoal, président du Portel. Je cite, « Il y a 2 poids, 2 mesures. On nous tombe dessus quand on présente 200 000 € de différence dans notre atterrissage budgétaire et on nous retire une victoire. Là, Monaco doit de l'argent depuis des lustres et sanctionné et rien n'arrive. Ça me met en colère. » Selon Monaco Matin, les soucis du propriétaire Alexei Fedorichev sont loin d'être entérinés et la principauté est en passe de reprendre le club et d'y injecter des fonds dans l'attente d'un nouveau propriétaire. Avec mes collaborateurs au Palais, on a bon espoir que d'ici la semaine prochaine, il y ait des annonces, a confié le prince Albert vendredi dernier.
Merci Raphaël pour ce tour de l'actualité. On observera attentivement la situation de la Roca Team qui paraît un peu fou puisqu'on parle de Monaco qui a des soucis d'argent. S'il y a bien un comble dans la vie, c'est que Monaco ait des soucis d'argent, mais ne vous inquiétez pas, la principauté veille au vin. Et Jeff Tuch est aussi sur le dossier. C'est mes sources, ça. Donc faites attention, c'est pas l'équipe, c'est pas Monaco Matin. On va pouvoir attaquer avec ce petit segment papote, le segment débat du soir, puisque je vous ai soumis quelques idées à vous autour de la table, mes très chers chroniqueurs, et vous avez décidé qu'on parte sur un peu de football pour ne pas changer, en tout cas football médiatique. On va parler un peu de ce qu'il en est des droits télé qui concernent la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra, je le rappelle, du 11 juin au 19 juillet prochain aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Ça promet. On va parler surtout de ce qui concerne nos médias français, puisque on le savait déjà depuis mars 2024, M6 avait dans un premier temps acheté 54 affiches de cette Coupe du Monde ainsi que de celle de 2030. On va rester quand même qu'en 2026. Et il y avait toujours ce doute qui planait sur est-ce qu'ils allaient rétrocéder, codiffuser, partager certaines affiches, notamment avec TF1, diffuseur historique de la Coupe du Monde. Et on a appris au fin janvier, début de ce mois-ci, que ça n'allait pas du tout se faire, qu'ils avaient décidé de conserver leurs 54 matchs. TF1 n'aura donc pas le moindre match. M6 gardera pour ce qui est des affiches en clair. Et l'autre petit couac auquel on va parler, c'est ce débat, c'est cette bagarre sur la situation de l'achat du pack complet des 104 rencontres de cette Coupe du Monde 2026, puisqu'il y aura 48 équipes, plein de matchs en plus, ça va être génial, où Ligue 1 Plus aurait soumis une première offre à la FIFA d'environ 20 millions d'euros pour acquérir ces matchs, ce à quoi beIN Sport aurait de son côté contre-attaqué, répondu, fait une première offre initiale qui était nettement supérieure, en mettant en plus dans l'histoire déjà des matchs de la Coupe du Monde de 2030. Vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Déjà, est-ce que cette situation M6 TF1, ça vous réjouit? Est-ce que c'est aussi amener un peu de sang neuf, ou est-ce que vous vous désolez de ne pas avoir Grégoire Margoton et cette frappe second poteau Pavard qui ne résonnera plus dans vos oreilles? Justement, pour ce qui est du débat entre TF1 et M6, pour le coup, ça me change rien du tout, parce que pour moi, Bichente Lizarazu, j'en avais un peu marre, qui commente l'équipe de France. Ça attaque perso. Il veut pas se faire des amis. Non, mais c'est rien contre sa personne. C'est juste que j'avoue que ça n'allait pas, et peut-être que ça convergeait avec le mauvais niveau de l'équipe de France. Je ne sais pas. En tout cas, pour ce débat, M6, ça me dérange pas. On verra la couverture. Ouais. J'ai vu que ça sera Smaïl Bouabdella, Ophélie Meunier et Xavier Domer. Smaïl, ça a été confirmé parce que les dernières infos, c'est que c'était annoncé mais pas encore confirmé, puisque Smaïl doit aussi voir avec Ligue 1 Plus, avec ses devoirs. Et comme Ligue 1 Plus a fait une offre pour acquérir, qui sera pour Ligue 1 Plus, c'est ça aussi. Voilà, j'ai lu ça dans le Parisien tout à l'heure. D'accord. Bon, bah alors écoute, si ça a l'air d'être parti sur ce dossier-là, tant mieux. Xavier Domergue, évidemment. Pour ce qui est en tout cas du côté journaliste, toi. Ouais, pour le coup, ce petit trio me donne envie, en tout cas plus que Bichente Lizarazu. Plus que tout ça. Vous rejoignez ici M6, TF1, le changement. C'est quand même plutôt positif. La fin de la streak. Même le nombre de matchs de M6, comment après ils vont dispatcher ça, ils vont diffuser en clair sur la TNT, il y en aura qui sont sur M6+, il me semble, sur leur chaîne leur chaîne de streaming. Mais en tout cas, nous, en tant que consommateurs, c'est quand même une bonne nouvelle d'avoir autant de matchs en clair gratuitement. Je pense que c'est plus, bon après c'est comme je l'ai dit, il y a plus de matchs, mais c'est plus que sur les dernières éditions. Oui, j'ai noté donc 54 matchs pour la Coupe du Monde 2026. À titre de comparaison, TF1 s'était procuré 28 matchs pour le Mondial 2022, à différence près que TF1 avait mis dans la balance 60 à 70 millions d'euros pour ces 28 matchs. M6 est monté à 120 millions pour en avoir 54. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est pas illogique non plus. Du point de vue consommateur, nous c'est quand même un bénéfice quoi pour nous. Oui, bien sûr. Alors par contre aussi précision, du coup, dans les sorties de Nicolas Taverneau de l'époque déjà, qui aujourd'hui est directeur général de LFP Média, donc qui travaille pour Ligue 1+, alors qu'à l'époque, au moment de l'acquisition des droits, il travaillait encore pour M6. Donc il est partout, il est sur tous les dossiers lui. Il a les contacts aussi, abusé, lui, évidemment. Il parlait donc de 54 matchs, sachant que les meilleures affiches étaient concernées, entre guillemets. Les meilleures affiches, donc on aura forcément dans ces 54 des matchs de phase finale, 16e, avec l'introduction des 16e, hein, rappelons-le, 16e, 8e, demi, quart, et la finale et la petite finale, j'imagine, déjà dans le lot. Mais surtout, il y aura des matchs à cause des horaires décalés outre-Atlantique, des matchs proposés à 3h du matin, heure française. Et il a dit clairement que sur ces affiches-là,
allez pas trop se positionner non plus. Donc on sait déjà que pour la phase de groupe, les matchs très tard, c'est pas sûr que M6 déploie des moyens et n'ait envie de les prendre trop au sérieux. Je ne pense pas que la diffusion là-bas, enfin les plans américains soient de mettre à ces heures-là pour les Européens des matchs pas du tout plaisants, puisque c'est-à-dire qu'ils seront pas suivis et ils seront pas achetés, enfin rien d'intéressant. C'est du marketing. Ouais. Et donc M6 et M6+, puisque M6 n'a qu'une chaîne aussi, t'as un petit couac. Là-dessus, M6+, ça vous parle? Vous seriez allé vous créer un compte à suivre? Le problème c'est que ça va peut-être un peu complexifier des personnes. Je pense aux personnes un peu âgées qui sont pas forcément en très qui ont pas forcément les bases. Ouais, dis les termes. Ils sont pas très à l'aise, qui sont pas au courant, qui sont pas avertis, avec la technologie. Ils sont nuls avec un clavier. Voilà, dis-le. On va pas non plus aller dans ces extrêmes-là, mais bon. Non, t'inquiète pas. Attends, j'ai les SMS de mon grand-père. Non, t'inquiète pas, vas-y. Mais je pense que ça va être un peu plus compliqué. Peut-être pourquoi pas, on pourrait voir quelques affiches sur W9, peut-être pour les matchs très tôt le matin, puisque. C'est là la question, il s'est annoncé M6, M6+, il a pas évoqué W9 pour l'instant, c'est pas trop évoqué les chaînes du groupe M6, Sister, on sait, mais c'est ça l'interrogation. Alors du coup, pour ce qui est de l'autre partie des droits télé, on parle de l'intégrale cette fois, la Ligue, la chaîne, la plateforme, tout ça, Ligue 1+, qui s'est aligné pour 20 millions d'euros. Alors, des fois, je comprends pas les rapports argent. Ouais. 120 millions, t'as 54 matchs en clair. Pour 20 millions, tu les as tous. T'as les 104. Ouais. J'ai pas compris on ne s'y connaît pas parfaitement là-dessus, mais Ligue 1+, qui a formulé une offre de 20 millions à la FIFA pour l'acquisition des 104 matchs. Sachant que sur ces 104, je suis pas sûr qu'ils soient tous commentés. Mais au moins, cette proposition-là, ce à quoi beIN Sport a un peu rétorqué et voulu contre-attaquer en prétendant avoir fait donc une offre supérieure qui comprenait des matchs de 2030 et l'avoir fait avant eux, sauf que la FIFA elle est un peu embarrassée, c'est qu'il va falloir à un moment donné qu'elle tranche. Ça devrait arriver. Vous, qu'est-ce qui vous emballerait, qu'est-ce qui vous semble bon? Moi je pense qu'il y a quelque chose à faire pour Ligue 1+, en tout cas. Enfin, si j'étais chez eux, je me pencherais sur le dossier pour faire une offre et pour surfer. C'est trop tard là. L'offre est faite. Mais surfer sur la vague. Enfin, en tout cas, voilà. Non mais là c'est bon, là a priori les dés sont jetés, tout est dans les mains de la FIFA. Toi, en tout cas, ce que tu souhaites, c'est que Ligue 1+ remporte le lot. Voilà, et surfe sur la vague de la Coupe du Monde pour continuer ensuite vers la Ligue 1. On pense déjà à la Ligue 1, le produit Ligue 1, comme on en a parlé tellement en début d'année. Surfer sur la Coupe du Monde, faire une offre pour les abonnés sympa, pour avoir en même temps la Coupe du Monde et peut-être le début de la Ligue 1. Enfin voilà, pour notre championnat de France, ça peut être une bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que ça donnerait plus d'argent pour les clubs français. Oui. Et moins pour les clubs qataris tels que le PSG et plus pour la famille Bonami aussi qui je le rappelle détient des parts. Mais par contre ça aurait été bien hein. Ils peuvent pas renchérir que ce soit Ligue 1+ ou a priori les dernières offres acceptées par la FIFA étaient au 31 janvier au plus tard. Donc c'est trop tard. Maintenant tout est là quoi. Moi, j'ai du mal à voir beIN Sport qui semble plus riche que Ligue 1+ quand même se manquer entre guillemets sur les droits la Coupe du Monde. Ça me paraît... Au-delà de savoir ce que nous on préfère, pour beIN Sport, c'est une immense perte de pas s'être. Comment ils pourraient avoir autant manqué leur coup sur ce dossier-là. Après, pour le coup, depuis qu'on est né, qu'on regarde le football. Peut-être pas toi Adrien, mais nous quatre autour de la table, on a toujours vu les Coupes du Monde sur beIN et personnellement j'ai jamais été déçu. /TF1, beIN/TF1. Oui, /TF1 pardon. Et je pense que pour notre bien en tant que spectateur, c'est peut-être mieux de garder. C'est-à-dire que là on est sur un changement du tout au tout. On parle de beIN, TF1 qui sur ces dernières années nous propose toujours les Coupes du Monde, des matchs ici et là en clair, tout ce que vous voulez. Et là on passerait sur M6 Ligue 1+. Pourquoi pas hein. Moi je pense que c'est mieux M6 Ligue 1+, parce que d'abord comme l'a dit Zadig, parce que la famille Legrand a des parts chez M6. Et comment tu sais ça Adrien? Non mais pour le coup pour surfer un petit peu, pour faire des offres pour que la Ligue 1+ soit plus attrayant pour des téléspectateurs qui voudraient regarder la Ligue 1 mais qui osent pas passer le pas en se disant 15 € pour que la Ligue 1 c'est quand même assez cher pour certains, et même c'est assez cher globalement pour un produit comme la Ligue 1. Et puis surtout, M6, ça permet un peu de changer. C'est-à-dire que TF1, vous, Grégoire Margoton et Bichette et Zarzou, moi, j'ai rien contre eux. Après, je pense qu'il faut quand même un certain turnover. Donc, je pense que c'est pas inintéressant d'avoir Xavier Domergue, Smaïl Bobdella aussi, qui est pas spécialement connu du grand public. Hein. On a, sur M6 et TF1, on a toujours eu
Domergue et Margoton, mais on n'a jamais eu Boabdella qui est à mes yeux un des meilleurs commentateurs de la Ligue 1 depuis, je pense, une bonne dizaine d'années. Donc je pense que ça va être intéressant à suivre. Donc je pense que c'est quelque chose de très très positif de changer de diffuseur. Ok, en tout cas tout ça, ça devrait être acté prochainement. M6 c'est acté pour ce qui est de Ligue 1 plus Beansport, à savoir vers qui on va devoir s'abonner en juin-juillet. On vous informera dans les prochaines émissions du Campus Sport Club. Évidemment, petit temps de pause musicale, messieurs. Je vais pas aller chercher midi à 14h, on parle de l'équipe de France, on parle de la Coupe du Monde, je me dois de caler un peu de Johnny. On y va. Ah. T'avais cru à VG-Dream. Ouais, VG-Dream. Mais non. Là, je coupe l'herbe sous le pied. Un peu de Johnny tous ensemble, retour en 2002 puisqu'on est en 2026. Bref, je vais pas la refaire, mais on se retrouve juste après pour la fin de cette émission. Tout de suite. Ouais, tous avec vous. Merci Johnny de nous réveiller les bons souvenirs d'un mondial 2002 que c'était super bien passé. C'est faux. Spoiler, ça s'est très très mal passé. On est de retour en direct dans le Campus Sport Club pour aborder cette toute fin d'émission avec un petit moment portrait à tes souhaits Raphaël, avec un retour sur une recrue nordiste du côté du LOSC. C'est Thibaut qui va nous présenter un peu tout ça. On parle d'un certain Gaëtan Perrin. Alors c'était un nom peut-être que vous avez entendu parler la saison dernière en Ligue 1. Qu'est-ce qu'il en est de ce joueur-là qui fait partie donc des 2 recrues lilloises? Bah oui, parce que cet hiver, Lille a réalisé un mercato timide, mais s'est renforcé en attaque de manière assez surprenante. Il y a eu 2 ailiers qui ont été recrutés, Noah Edjouma, 20 ans, en provenance de Toulouse, et Gaëtan Perrin, en provenance du FK Krasnodar en Russie. Donc les 2 recrues, c'est pour un prix d'environ 5 millions d'euros. C'est des renforts offensifs bienvenus pour les Dogs. Ils ont marqué seulement 3 buts sur les 5 derniers matchs et un seul but en 5 journées de Ligue 1, ce qui est quand même assez pauvre offensivement. Donc c'est une période qui est difficile, marquée par une inefficacité, mais aussi par des blessures. 3 offensifs clés sont blessés pour plusieurs semaines, voire jusqu'à la fin de saison. Donc on a Ethan Mbappé blessé à la cuisse jusqu'à fin mars, Ozam Sarawi opéré d'une pubalgie et dont l'absence s'étendra jusqu'à mi-mars, et Hamza Egamad, dont la saison s'est terminée à la CAN à cause d'une rupture des ligaments croisés. Alors le nom de Gaëtan Perrin, il est peut-être méconnu, mais pourtant Lens était sur le dossier cet été avant de signer Florian Thauvin. Olivier Létang, il a surpris tout le monde cet hiver, alors qu'il manque un numéro 9 pour remplacer Egamad et suppléer Olivier Giroud. Il choisit de recruter 2 nouveaux ailiers. Un choix qui pose beaucoup de questions chez les supporters. Pourtant, ça Symphorien, Gaëtan Perrin a effectué ses premières minutes avec le maillot lillois et ça a été un des rares à porter le danger sur la cage messine. Rapidement, il a créé le décalage qui a mené au poteau de Félix Correa. Tous ces mouvements ont été intéressants car ils ont permis d'ouvrir des espaces. Malheureusement, ils n'ont pas été exploités par les Dogs. Preuve de la pénurie offensive des nordistes, sa frappe enveloppée dans le temps additionnel a été le seul tir cadré des Lillois. Malheureusement, le gardien messin, Jonathan Fischer, l'a détourné du bout de ses gants. Avec du temps de jeu et grâce à sa polyvalence, Gaëtan Perrin, il peut devenir un super sub pour Bruno Genesio, qu'il a connu à ses débuts à Lyon en 2016. Il est à l'aise en numéro 10, mais aussi sur les côtés. Il sera à l'affût du moindre problème physique d'un titulaire pour prendre sa place. Les décalages vont permettre de créer des espaces pour les latéraux, qui permettront donc de s'exprimer offensivement. On peut penser à Thiago Santos. Alors c'est un monsieur qui nous vient tout droit de l'OL, mais ce n'est pas là-bas qu'il s'est véritablement révélé, Thibaut. Ah oui, l'ailier, il est formé à Lyon, mais il a suivi une ascension qui était lente, mais linéaire, en passant par la réserve de Lyon en National 2, le National avec Orléans, pour arriver en Ligue 2 avec la Auxerre en 2021. À la Auxerre, il s'impose rapidement comme un solide offensif de Ligue 2. Il contribue aux 2 remontées en Ligue 1 des Auxerrois. C'est pendant la saison 2024-2025 en Ligue 1 qu'il explose aux yeux du grand public au sein d'un Auxerre qui terminera 11e. La saison précédente, il a révélé son altruisme à l'équipe en déclarant qu'il essaye toujours de mettre l'équipe dans les meilleures dispositions. Alors son style de jeu il est assez classique et comme Bernardo Silva ou Kevin De Bruyne, c'est des passes longues qui cassent des lignes et aussi les coups de pied arrêtés. Des spécialités qui se ressentent dans les stats. L'année dernière, il finit co-meilleur passeur de Ligue 1 avec 11 passes décisives, comme un certain Ryan Cherki. Et sur ces 11, 6 l'ont été sur des coups de pied arrêtés, ce qui le place une nouvelle fois en tête du classement. L'ancien Lyonnais est également à l'aise pour conclure les actions avec 10 buts la saison dernière. Cet été, il part pour la Russie et le FK Krasnodar dans un transfert évalué à 5 millions d'euros, mais aussi avec un salaire triplé. Mais il n'arrive pas à s'imposer comme titulaire là-bas, avec seulement 2 buts et 4 passes décisives en 20 matchs disputés.
Alors Perrin, ça a l'air aussi d'être un caractère bien trempé, un caractère atypique. Oui, l'ex-Auxerrois est un altruiste, mais pas toujours impliqué. Christophe Pélissier, son entraîneur à Auxerre entre 2022 et 2025, l'a relégué sur le banc en début de saison dernière. Le technicien lui avait demandé de trancher entre rester un très bon joueur de Ligue 2 ou franchir le cap. Mais pour franchir le cap, il fallait travailler sur la préparation invisible. Ces discussions avec son coach l'a relancé et Perrin est alors devenu un des joueurs les plus sous-cotés de Ligue 1 selon l'équipe. Alors comme je l'ai dit, ces modèles, on peut le comparer à Kevin De Bruyne ou Bernardo Silva. Grâce à ces pas, donc en fait, aussi dans le système compact défensivement du 5-4-1 de Pélissier, Perrin avait moins d'efforts défensifs à assurer. Il avait donc une position qui était plus haute, ce qui lui permettait d'être beaucoup plus tranchant offensivement. Alors cet hiver, on a bien failli le revoir sous le maillot d'Auxerre avant de signer jusqu'en juin 2028 avec le LOSC. Il avait trouvé un accord verbal avec son ancien club pour revenir sous la forme d'un prêt, mais quand Lille s'est intéressé à son profil, il a reconsidéré ses possibilités pour s'engager dans le Nord. En conférence de presse, il a justifié son choix en argumentant que son avenir est avec Lille. Pour lui, c'est un cap très important qui est franchi. Il signe dans une grosse équipe française où il pourra bénéficier de l'absence de pression du gros transfert, seulement 5 millions d'euros. Il profitera du turnover avec la Ligue Europa et des blessures pour gratter du temps de jeu et pourquoi pas jusqu'à la fin de saison s'imposer comme titulaire. L'étang à recruter un remplaçant de luxe qui pourra être polyvalent. Alors, faut pas s'attendre à le voir numéro 9, sauf dans un cas où pivot avec Olivier Giroud comme pivot. Alors maintenant, charge à Perrin d'utiliser ses passes et sa finition pour relancer une attaque lilloise en panne. Ouais. Ils ont intérêt à se ressaisir, ces attaquants lillois, et peut-être que Perrin sera la solution. Le maître à jouer Auxerrois, peut-être devenir le maître à jouer lillois. Merci Thibaut pour cette petite présentation de Gaëtan Perrin, l'une des recrues lilloises. On aborde tout de suite le coup de sifflet final. Non, temps additionnel avec les immanquables d'Arthur tout de suite. Énorme rencontre ou affiche méconnue, le point des futurs événements de la semaine dans les immanquables. Oh, on a démarré avec des JO, on a encore des JO, c'est ça qui est beau Arthur. Ouais, c'est l'actualité, j'ai envie de te dire. Il va falloir nous faire une sélection très brève et très simple, on va pas pouvoir tout évoquer. Évidemment, les compétitions où on a des Français et des chances de médaille. Exactement, puisque la grosse actualité du moment, c'est comme tu l'as dit, c'est JO d'hiver. Pour demain, prenez une journée de télétravail et préparez votre canapé, car le programme va être chargé. Dès 10h55, nous aurons une belle chance de médaille avec Perrine Lafont, qui sera alignée sur l'épreuve de ski boss. Juste après, à 11h30, nous aurons le Super G homme sur la mythique piste de la Stelvio. Le grand favori de l'épreuve, Marco Odermatt, sera challengé par le local Giovanni Franzoni, l'Autrichien Vincent Kretschmayer et surtout par son homologue suisse Franjo von Allmen. Pour ce qui est du Super G femmes, il se déroulera lui jeudi à 11h30 avec les chances de médaille côté français de Laura Gaucher et Romane Miradoli. Pour revenir à demain, l'après-midi sera tout aussi chargé car à 14h15 aura lieu le 15 km féminin en biathlon avec plusieurs prétendantes au titre comme Lou Jean Monod, Julia Simon, Camille Bénet ou encore Justine Brezas-Boucher. Rêvons grand, messieurs, sur cette course avec pourquoi pas un podium 100% tricolore. Oui. L'autre course qui suscite de nombreuses attentes en biathlon, c'est le 10 km sprint homme. Il aura lieu vendredi à 14h. Je ne vous fais pas la liste complète, mais des coureurs comme Éric Perrault, Émilien Jacquelin ou Quentin Fillon-Maillet peuvent prétendre au podium. Et pour finir ce mercredi de folie, quittons les Alpes italiennes pour retrouver Milan, la capitale lombarde qui accueille les épreuves sur glace. Après leur magnifique performance de lundi soir, le couple français composé de Guillaume Cizeron et de Laurence Fournier-Baudry va tenter de décrocher la plus belle des médailles à l'issue de la danse libre. L'épreuve sera à suivre à partir de 19h15. Pour ne pas quitter les sports de glace, rendez-vous jeudi à 12h10 pour l'entrée en lice de l'équipe de France masculine de hockey sur glace. Nos Bleus débuteront leur tournoi avec un gros choc face à nos voisins suisses. Et enfin, pour finir ce calendrier spécial JO, je vous invite à allumer votre télé vendredi aux alentours de 11h30 pour assister aux 10 km libres en ski de fond avec les Français Mathis Deloge, Hugo Lapalus ou encore Jules Lapierre. Je m'arrête là pour ce programme olympique passionnant. L'ensemble de la compétition est à retrouver sur les antennes de France Télévisions et d'Eurosport. Allez, un petit mot pour finir de 6 nations quand même, on l'a indiqué, c'est l'autre événement du moment. Et oui, le 15 de France qui a parfaitement entamé son tournoi en dominant l'équipe d'Irlande se déplacera dimanche au Pays de Galles pour bonifier sa victoire initiale et enfoncer les Gallois mal en point. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 16h10. Du côté de nos concurrents, les deux rencontres auront lieu samedi. À 15h10, l'Irlande recevra l'Italie, tandis qu'à 17h40, l'Angleterre se déplacera à Murrayfield pour y affronter l'Écosse.
Information importante, les 3 rencontres sont à suivre sur TF1 et non sur France 2 comme habituellement. Ça marche. Et avec, à noter aussi quand même pour du local, un petit enduropal, la course qui aura lieu dimanche. Dimanche, tu peux nous redonner l'heure, Arthur ? Et oui, dimanche, l'heure, faut que je la retrouve. 13h50, le départ, au Touquet. Au Touquet, oui, évidemment, l'enduropal du Touquet. Il nous attend la magnifique course de moto sur ça. À suivre ça. Exceptionnel. Ouais, ça promet comme chaque année. Merci à vous 4 pour cette belle petite heure d'émission qui file encore à tout va. Merci Zadig, merci Thibaut, merci Raphaël et Arthur. Merci à toi, les immanquables. Un gros programme JO là, c'est bon. J'ai pris mes tétés. T'inquiète pas Arthur. Le Campus Sport Club revient la semaine prochaine 23h minuit. D'ici là, moi je vous dis, sportez-vous bien. Bye tout le monde.